Bon, je sais que vous attendiez cette vidéo pas autant que le mercato, on en parlera sur la chaîne, il y a pas de problème, mais ouais, on me l'a demandé, je comptais le faire de toute façon. Merci pour votre sollicitation. Le conseil de classe des joueurs du Paris Saint-Germain, professeur Koro doit intervenir, le Koro Sensei doit dire les termes. Je me prends pas du tout au sérieux les gars, vous le savez bien. On va avant tout faire un disclaimer. N'oubliez pas que c'est un jeu. Moi, je vois ça comme un jeu. Notez des joueurs, c'est OK, on essaie d'avoir de l'objectivité, mais c'est également très très subjectif. Et il y a des joueurs dans ce Paris Saint-Germain, ouais, on sera pas d'accord. On va essayer de tirer les éléments tranquillement. Et voilà, je tiens quand même à dire quelque chose concernant la notation. Je n'ai pas les mêmes attentes envers des soi-disant tauliers de l'équipe qu'envers des jeunes joueurs, même très jeunes, qui n'ont pas d'expérience ou je sais pas quoi. C'est différent. Il faut vraiment le retenir et on va essayer du mieux que possible de trier tous ces joueurs-là. Je vous laisse un peu lire les tiers. Bon, faites pas trop attention à ce qui est écrit dedans. De toute façon, voilà, par exemple, ici, peut mieux faire, il faut donner plus. Vous pouvez avoir 5 sur 10 et évidemment, c'est peut mieux faire. Vous avez compris, donc c'est encore une fois très subjectif, même si dans l'approche, on essaie d'être objectif. Bref, évidemment, non noté. Pour certains joueurs, je vous propose de vous installer tranquillement et vous me donnerez à la fin de la vidéo combien sur 10 vous notez ma tier list et on espère que ça se passera bien. Je compte sur vous et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like si vous aimez ce genre de vidéo. Parlez aussi, voilà, de focus, des joueurs du PSG, etc. et d'autres clubs. On le fait avec grand plaisir. Long disclaimer et on va passer directement au premier joueur. J'ai trié dans l'ordre Gigio Donnarumma. Bon, aïe 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 aïe, je vais pas faire de suspense. Donnarumma, je vais pas le mettre là. Je vais pas me mettre dans félicitations. Non, je vais pas le mettre là, je vais pas le mettre dans compliment et tout. Et on parlait juste avant des attentes qu'on a sur certains joueurs. Donnarumma, on parle d'un joueur qui aura été le meilleur gardien et élu meilleur joueur de l'Euro 2020. Euro 2021, vous avez compris, quand l'Italie a remporté. On parle d'un des gars qui a été vendu comme étant un des plus grands, si ce n'est euh, le plus grand espoir de la formation italienne à ce poste-là. Bon, ça s'est pas vu cette saison en tout cas. Il est sur une pente qui est très compliquée. J'ai envie malheureusement de sanctionner, Donnarumma vis-à-vis de certaines choses, notamment quelque chose qui est terrible, hein, et qui est extrêmement important pour la Ligue des pour le PSG, la Ligue des Champions. Vous avez un petit peu un classement avec de la data, concernant les gardiens les plus performants. En gros, les gardiens qui ont évité le plus de buts à leur équipe. Quand vous êtes dans le vert, c'est bon signe. Regardez un petit peu, par exemple, Lucas Chevalier avec le LOSC, il a encaissé énormément d'occasions et pourtant il en a sauvé vraiment pas mal. Ça prouve aussi la qualité du gardien. Ouais, je vais pas vous faire de suspense. Donnarumma est largement parmi les pires gardiens cette saison et je dirais même pire, au-delà de ne pas être performant, Donnarumma est un handicap et ça s'est beaucoup, beaucoup vu. Il peut toujours faire des arrêts assez dingues, mais dans les moments extrêmement décisifs, il n'a pas été là. PSV Eindhoven, 1 tir, 1 but. L'Atlético Madrid, 2 tirs de but. Angers, je crois, dans la foulée, 2 tirs de but. Enfin, il est vraiment très, très compliqué cette saison, c'est une vérité. D'ailleurs, j'utiliserai également pas mal la data de DataFoot, un compte de la data très, très, très bon. Je vous invite vraiment à aller le follow. Il y aura ces liens en description de la vidéo sans aucun problème. Il a fait voilà, un tableau pour montrer les performances des gardiens par rapport aux occasions que tu reçois, occasions cadrées. Bah voilà, Donnarumma. Et parmi les pires gardiens d'Europe, ce n'est pas un débat et tout. Et vous savez, j'ai quand même envie de marquer le coup. J'ai envie d'être un peu sévère aussi, même si je pense quand même à être un peu juste dans mon propos. Je suis désolé, je pourrais mettre, Donnarumma dans peut mieux faire, parce que bien sûr qu'il doit peut mieux faire, mais 3 sur 10 ou quoi. Mais j'ai envie de le sanctionner et mettre que c'est mauvais, c'est très, très compliqué. C'est terrible, c'est les ténèbres. Donnarumma, moi, je le note 2 sur 10 environ. Allez, peut-être 2,5, mais en vrai, je pourrais même le noter un peu moins. Il est pas bon, il handicape le PSG et il doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort par rapport à ce qu'il devrait incarner. Taulier du Paris Saint-Germain, mur de fer. Voilà, donc tant pis, c'est dommage. Alors il aura fait, notamment une saison dernière en Ligue 1 très, très performante, un peu plus compliquée en LDC je crois. Mais là, c'est compliqué. Voilà, malgré quelques bons arrêts, je suis obligé de sanctionner Donnarumma et voilà. Vous me dites un petit peu si vous êtes d'accord avec celui-là ou pas. Bon, alors Arnaud Tenas, on va passer, directement non noté évidemment. Il n'a pas joué de la saison et on va directement partir sur Safonov et c'est là où on peut se dire à quel point c'est particulier et c'est compliqué pour Donnarumma parce que jamais on a, vu, enfin jamais on a vu, c'est pas le terme, mais dans un club de football, généralement, il y a vraiment un gardien numéro un et basta. Mais au PSG, on a rarement vu Donnarumma aussi contesté, aussi, critiqué et aussi remis en question. C'est fou parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de supporters parisiens, à un moment, bah, ouais, on veut Safonov, on veut voir Safonov, on veut voir Safonov, ça veut dire quand même quelque chose et bon, ben, alors Safonov, je vais vous montrer un petit peu quand même le temps de jeu. Voilà, là, vous avez le temps de jeu des joueurs du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ce qui est assez dingue, c'est que Donnarumma, bien sûr que là, il est blessé, il s'est blessé contre Monaco, mais à part ça, il n'était pas tout le temps titulaire. D'habitude, le gardien, il a un temps de jeu assez fou. Là, il a entre guillemets que 1372 minutes. On a Safonov, ben, il est
Il est ici, regardez un petit peu, je vais essayer de vous le trouver. Voilà, il est ici avec 700 minutes jouées. Ben, c'est pas la folie furieuse, mais pour un second gardien, au Paris Saint-Germain, surtout quand tu es le second de Donnarumma et que tu as joué 700 minutes, franchement, ça indique quelque chose. Il aura en plus joué, 2 matchs de Ligue des Champions, dont celui contre le Bayern Munich. C'était un gros, gros choix de la part du coach. Bah, voilà, Donnarumma, il était dispo et tout, mais eh ben, on met, Safonov, qui aura fait alors, certes, une sorte de boulette, je pense qu'on peut dire ça, même s'il était gêné par Musiala, il aurait pu faire autre chose. Bon, mais il aura fait quand même un gros match au niveau des arrêts, très, très important, très décisif, ce que n'a pas été Donnarumma une seule fois en Ligue des Champions, cette saison. En tout cas, voilà, de manière, très compliquée. Il aura enchaîné, quelques petits matchs de Ligue 1. Il aura également, bah, joué et on est obligé de le dire, en, coupe de France et oui, la coupe de France, alors est-ce qu'on peut le trouver ici? Voilà, la coupe de France, il a joué contre Lens. Il aura remporté une séance de tir au but avec 2 arrêts effectués. C'est forcément limite un point en plus dans la notation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Safonov, ben, honnêtement, recrue du PSG, en plus recrue du PSG, on n'avait pas des attentes non plus choquantes. Il arrive un peu comme ça avec beaucoup d'ambition, j'ai envie de jouer, j'ai envie de montrer que je suis bon. Bon, c'est pas un joueur parfait, très loin de là, évidemment, personne n'est parfait, mais je trouve que c'est bien. C'est franchement, c'est satisfaisant, c'est intéressant. Alors, est-ce que je le mets dans les compliments? Je peux comprendre, franchement, je peux comprendre quelqu'un qui le met à 7 ou quoi. Moi, je serais en mode, bravo, encouragement, c'est très intéressant ce que tu as montré. 6,5, j'ai vraiment envie de lui mettre à 6,5, Safonov, j'ai trouvé cool. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer, c'est sûr, mais je l'ai trouvé plus rassurant que Donnarumma. Sans être, voilà, waouh, je suis choqué, machin et tout. Bien, c'est bien. On verra bien la suite, mais bon, pour l'instant, moi, je mets Safonov ici. Après, est-ce que ce sera le taulier du PSG et tout? Ça, c'est une autre question. Mais pour le début de saison, environ 6,5 sur 10, ça me paraît être une note assez OK pour Safonov. Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain. Alors forcément, Marquinhos, c'est un joueur qui a été extrêmement décrié ces dernières saisons, pour des raisons qu'on peut quand même comprendre. Bon, il fait, je trouve, un début de saison assez bon, même il a été très bon par moments, il faut le dire. Alors, il y a quand même, certaines failles, certaines faiblesses évidemment du joueur, mais je vous donnerai mon développement et après je vous donne à peu près, où je vais le mettre. Bon, Marquinhos, on a quand même des attentes sur lui. Déjà attentes évidemment que c'est le capitaine, le leader, il doit être leader en dehors et sur le terrain. Le plus vieux, l'ancienneté, qu'il a au PSG, elle est énormissime. C'est vraiment un taulier, un mec respecté et tout. On a des attentes sur Marquinhos. Bon, je vais pas être trop, trop sévère avec Marquinhos. Je pense pas qu'on ait non plus sur des félicitations et tout machin. Compliment ou encouragement? Alors, pourquoi encouragement? Je vais vous développer ça tranquillement parce que Marquinhos a été bon. On rappelle que dans le système parisien, on est sur une défense à 3, donc il est souvent dans la défense à 3. Il peut être un peu axial, un peu sur le côté et en fait, ce qui est intéressant avec Marquinhos, c'est que il est au-delà d'être un défenseur qui sait bien lire le jeu, il est très, très bon dans la construction, dans la participation au jeu. Il sait trouver des très bonnes passes, même des transversales, des passes bien en profondeur. Il peut même se projeter lui-même, être à l'avant de certaines actions, c'est très intéressant. Ça, Marquinhos, ce qu'il fait, par exemple, Pacho, on va en parler après, ne le fait pas du tout. C'est super intéressant. Maintenant, il a quand même quelques failles qu'on est obligé d'évoquer. Voilà, je vous remontre encore une fois un petit tableau de DataFoot, là, qui évoquait un peu les duels défensifs dans les défenseurs centraux en Ligue 1. Là, plus vous êtes haut, plus vous réussissez vos duels défensifs, et plus vous êtes à droite, plus vous en disputez beaucoup. Évidemment, si vous êtes en haut à droite, par exemple comme Kusanov, vous êtes le joueur qui est très très bon dans la réussite des duels et qui en fait énormément. Marquinhos est ici, et ça peut paraître étonnant, mais effectivement, Marquinhos n'est pas le plus performant en duel. On a notamment vu, vous savez, contre Monaco, quand le PSG a gagné 4-2, c'est un peu compliqué, il peut être mis à mal dans le duel. Disons que Marquinhos, au-delà des duels qu'il fait, ce qu'il est vraiment bon dans l'aspect défensif, c'est sa lecture. Il sait bien lire le jeu, il peut être pertinent là-dessus. Je pense que même dans le duel aérien, on a largement vu pire. Bon, c'est pas Thiago Silva, je suis d'accord. Mais dans les duels, si tu vas le chercher, tu peux un peu le déstabiliser et ça peut être compliqué. Je noterai quand même un point positif sur Marquinhos également. C'est un des joueurs au PSG qui peut marquer sur corner ou coup franc. Limite le plus dangereux. Bon, maintenant on aimerait que ça marque plus, il faudrait travailler ça. Dans l'absolu, allez, est-ce que je suis gentil, je lui mets à 7. Pour moi, c'est un peu comme Safonov, c'est entre 6,5, 7. Écoutez, en vrai, vous me dites, oh, je pourrais le mettre à 7 quand même? Ah, je sais pas, je sais pas. On verra à la fin, mais je pense qu'on est bah, un peu comme Safonov à 6,5 lui pour le coup. Pour moi, Marquinhos, c'est 6,5 ou 7. Euh, Peut-être que certains mettraient moins, je pense pas non plus, il faut pas abuser. Donc, bien sûr que c'est encourageant, c'est intéressant. Je pense que Marquinhos avec, allez, 2 buts de plus sur la saison, dont un en Ligue des Champions. Bon, là, je l'aurais mis dans compliment. Attention quand même sur les peut-être les 2 derniers matchs, c'est un peu moindre, mais
globalement, je trouve bien et il forme, un très bon duo avec, Pacho notamment. Bon, notre cher Willian Pacho, également une recrue du Paris Saint-Germain. Alors un joueur, je me rappelle, on l'évoquait, sur la chaîne, quand il était un peu voilà, on en parlait. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de ce joueur dans l'aspect, voilà, profil et cetera, assez, particulier, très, très fort, très brut sur l'homme. Je connaissais pas beaucoup, je connaissais simplement de nom. Bon, bah, je vais pas vous mentir, Willian Pacho, c'est les ténèbres. C'est une catastrophe honnêtement. Pour moi, c'est une des pires recrues de l'histoire du PSG. Ah oui, il joue bien la comédie quand même. William Pacho, les ténèbres, non. Peut mieux faire, bah oui, bien sûr qu'on peut toujours mieux faire, mais bon, en vrai, il faudrait que je change ce truc-là. Encouragement, compliment. Ah, c'est bravo William, tu es exceptionnel. En vrai les gars, j'ai envie de le récompenser. Alors peut-être que je surnote un peu. Peut-être que je suis un peu dans le surcotage parce qu'effectivement, c'est pas le défenseur qui gagne le plus de duels non plus, mais il en joue tellement. Bah, je vous montrais tout à l'heure concernant Marquinhos, regardez un petit peu, en Ligue 1, il joue le plus de duels, même devant Kusanov, qui est très, intense dans les duels et ben, c'est Pacho qui en joue le plus. Alors voilà, sa réussite, elle est quand même bonne, elle est pas, voilà, dans le rouge et tout, elle est vraiment bien. Il pourrait avoir plus de réussite, mais il est rassurant. Il va sur le porteur, il fait beaucoup de retours. Voilà, alors, OK, je suis d'accord, peut-être que 9, moi je le mets 9, je mets 9 sur 10. Peut-être que je suis un peu surnoté, mais encore une fois, ça c'est des détails. Vous mettez 8,5, il y a pas de problème les gars. Pour moi, OK, on peut totalement mettre là, mais j'ai envie de le récompenser parce que, ben, joueur, on n'a pas d'attente. On avait des attentes sur Pacho et honnêtement les gars, Lucas Hernandez qui était blessé, on disait: «Oh là là, catastrophe, on attend de voir quand il va revenir». Pacho, moi j'avais zéro attente. J'ai pas d'attente, je suis pas déçu, au contraire, je suis extrêmement satisfait. Il a été extrêmement régulier, je trouve, en plus, cette saison. Si on regarde les beh, il est littéralement le joueur du Paris Saint-Germain le plus utilisé, juste derrière Achraf Hakimi. On va en parler après. Bon, je pense que vous savez un peu ce que je vais dire. Regardez, il a même presque 200 minutes de plus que Marquinhos et Neves. Bah, vraiment, les gars, non, franchement, moi, j'ai envie de les récompenser. Tu as été régulier, on n'avait pas beaucoup d'attentes, tu es plutôt jeune, tu as 23 ans, tu es là vraiment, tu es dans le grand bain, il était en Allemagne, OK. Heu, bravo Pacho, tu es ce qu'on attend d'un défenseur. En plus, alors de je il a des axes d'amélioration, bien évidemment. C'est pas le joueur qui, fait le plus de passes en avance, pas le joueur qui participe le plus à la construction, mais dans son rôle de défenseur, pour assurer et tout, c'est magnifique et mine de rien, il peut apporter sur corner, sur coup franc. Bravo Pacho, 9 sur 10 pour moi, tu es exceptionnel mon ami. Bon, Beraldo, c'est assez compliqué, c'est honnêtement très compliqué. Il y a des joueurs comme ça, Beraldo, on va parler d'autres joueurs après. C'est compliqué de les noter parce que, ils ont pas massement joué, ils ont pas beaucoup joué. Beraldo, alors je crois qu'on est quoi? Sur du, ouais, 800 minutes. C'est dur, alors vraiment, on sera sûrement pas d'accord du tout avec Beraldo, hein, sur ma note, sur ce joueur-là. Alors il aura évidemment, joué un match en Ligue des Champions? Alors je me souviens plus c'est contre qui, on va voir ça rapidement. Ah d'accord, je viens de comprendre pourquoi ça me disait rien les matchs en Ligue des Champions, parce qu'il est rentré 1 minute contre Gérone, donc bon, autant vous dire qu'il a pas joué. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bête le football. Il a joué 1 minute, on considère qu'il a fait un match. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que c'est mieux de voir le ratio, minutes jouées, plutôt que les matchs. Par contre, voilà, en Ligue 1, du coup, il a joué la Ligue 1, il aura fait, quelques petits matchs. Je crois que, bon, surtout des entrées, il a été quand même titulaire, hein. Et il a été, pas mal titulaire au début. 3 et regardez un peu, il était bien utilisé. Alors je sais plus pourquoi, peut-être qu'il y avait un absent, je sais plus honnêtement. Mais voilà mon avis sur le joueur en tant que tel. Alors tu sens que c'est vraiment un joueur qui est très récent, très jeune. Il a 21 ans, il a énormément d'axes d'amélioration. On peut considérer une chose, c'est que Beraldo, il a une bonne relance, c'est une vérité, je pense que c'est son point fort le plus important. Maintenant, il peut avoir du déchet parce qu'il prend beaucoup de risques et ouais, tu peux le faire bouger. Généralement, dans le système parisien, en plus, vous savez, il était, bah, par exemple, est-ce que je l'ai ici? Voilà, il était là. Donc, sur le côté, ouais, tu peux vraiment mettre à mal, il y a beaucoup de problèmes. Dans l'axe, c'est quand même mieux, je trouve, sans non plus, être, voilà, légendaire ni rien. Bon, c'est un peu compliqué, je pense, pour Beraldo. J'ai pas envie d'être trop sévère parce qu'il a pas beaucoup joué, il reste très jeune, on n'a pas des attentes de fou. Ouais, bon, il faut mettre des joueurs dans cette case-là, peut mieux faire, il faut donner plus. Je serai pas non plus sévère, je pense qu'on est sur du 4 et demi. Honnêtement, si vous êtes pas d'accord avec ça, je peux le comprendre. Je sais que certains le mettront plus haut, mais disons que je sanctionne quand même le fait de dire que, il est peut-être un peu moins versatile que d'autres. Le fait que sur le côté, il soit autant mis en difficulté. Souvenez-vous de certains matchs, Beraldo, sur le côté, il peut se faire un peu mélanger, comme on dit, c'est très dur. Bon,
Il a des grosses qualités, hein, honnêtement. Ça veut pas dire qu'il est là, qu'il est un mauvais joueur ni rien. Un jour, on pourrait le mettre dans compliment, même au-dessus. Il y a pas de problème. C'est un joueur, de banc. C'est un joueur de rotation, clairement. Pour moi, sa place, elle est environ là, 4 et demi. Je vais pas mettre plus. Pour moi, il faut mettre des joueurs ici et voilà pour Beraldo. Milan Skriniar, bon, clairement un des joueurs, qui est indésirable au PSG, qui devrait normalement partir, en janvier, je crois. Mais, alors, est-ce qu'on le note ce joueur-là? Je vous pose la question, je sais même pas si c'est très pertinent, parce que Skriniar, je crois qu'il a vraiment peu joué, hein. Skriniar, ouais, voilà. Il a même pas joué 400 minutes. Enfin, s'il vous plaît, c'est très, compliqué de noter ce genre de joueur-là. Je vais pas m'étaler. En vrai de vrai, si on est honnête, ben, Skriniar a très peu joué, même pas 400 minutes. Mais je l'ai trouvé bon. Unpopular opinion, je l'ai trouvé bon. Alors, rappelez-vous, mais assez rassurant. Je sais pas si, voilà, mentalement, ça allait mieux ou quoi, mais, il était un peu plus sur l'homme ou quoi. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de moments où il recule et tout. Est-ce que je le note franchement? Est-ce que je note Skriniar? J'ai limite envie de le mettre dans non noté parce que, 400 minutes, c'est très faible. Elles l'ont dit quoi? Colomani, il a joué également très peu. Lui, je vais quand même le noter. Ouais, ouais, non, mais Ramos, je vais le noter forcément. Bon, et on va noter Skriniar. On va noter Skriniar, les amis. Par rapport au match qu'il a montré, ben, pour moi, c'était bien, quoi. Je sais, pour moi, c'est un 7 sur 10 quand même, mais il a vraiment peu joué. Alors peut-être qu'on sera vraiment pas du tout d'accord avec ça. Je sais que voilà, il y en a, juste parce que s'il s'appelle Skriniar, ils vont lui mettre 2, 3 sur 10 et tout. De mémoire, là, c'est vraiment ma mémoire qui parle, c'était plutôt en début de saison, je pense. Ouais, voilà un peu les matchs, qu'il aura joués. Contre Brest, j'ai le souvenir d'un bon match, assez intense, hein, le gars. Contre Strasbourg également, je pense, peut-être un peu la fin de match, je ne sais plus. Par contre Toulouse, j'ai souvenir d'un bon match. Contre Toulouse, c'était vraiment un bon match de lui. Bon, bah et franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'ai trouvé que Skriniar était bon. Je lui mets dans compliment, c'est un bon travail quand même. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, je vais vraiment pas épiloguer plus parce que c'est très dur pour moi, pour un joueur comme lui qui a aussi peu joué, et que j'ai pas beaucoup de souvenirs sur lui. Je vais mettre 7, un peu par défaut, mais en même temps, je me dis qu'il a bien joué. On pourrait le mettre ici si vous voulez. Bon. Je vais mettre, Skriniar dans compliment, je pense que ça va faire peut-être grincer des dents à certains, mais je l'ai trouvé, plutôt très bon. Bon, Presnel Kimpembe, évidemment, il est, totalement absent, on va pas le noter. On va passer du coup à Nuno Mendes, également super intéressant parce que c'est un peu, et on va en parler après, des joueurs comme Dembélé, par exemple, des joueurs à demi-teinte qui peuvent être exceptionnellement bons, mais qui peuvent également faire des matchs très compliqués avec une marge de progression forcément folle pour Mendes. Mais également, vous savez, ce genre de joueurs, on les note comment? Est-ce qu'on les note dans leur capacité à apporter du danger, à apporter des actions, ou alors on les note vraiment dans le côté: «Ah bah, ils ont trop de déchets, du coup ça baisse la note». Évidemment les 2. Maintenant bon, tactiquement parlant, Nuno Mendes, c'est très intéressant. Il est dans ce système à 3 défenseurs au Paris Saint-Germain. Depuis peu, peut-être une piste à explorer, il est, dans la ligne de 5 parce que n'oublie pas que le PSG en animation, c'est un 3-2-5 ça, avec Hakimi, qui fait partie de cette ligne. Et ben, on a souvent, Nuno Mendes ici, dans cette ligne de 5, c'est ça qui est super intéressant, ou un peu sur le côté, comme ça, vous savez, c'est interchangeable. Donc, Mendes, il a une grosse flexibilité tactique. Pour moi, ça, c'est une note, forcément qui est bonne, c'est un point qui est bon pour augmenter sa note. Bon, c'est un joueur, je crois, qui a été quand même, pas mal utilisé. Ouais, 1 200 minutes quand même, c'est vraiment pas si mal. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Ligue des Champions, il est, vraiment titulaire, sur tous les matchs, en tout cas pour l'instant. Il a joué, 99 des minutes, donc voilà, Luis Enrique le fait vraiment, confiance en Ligue des Champions. Maintenant, oui, il a eu des matchs, plus ou moins compliqués. Alors j'ai souvenir d'un match, peut-être contre le Bayern, où il fut, bougé assez logiquement. Ça reste le Bayern, ça reste, assez compliqué. Contre le PSV, je sais plus trop, mais il peut faire quelques erreurs. Alors par contre, je trouve qu'il s'est très bien repris contre Salzbourg. Il aura marqué, un beau but, une passe D d'ailleurs, contre Gérone. C'est lui qui provoque le but qui sauve un peu le PSG d'un match nul assez cataclysmique contre Gérone. Bon, c'est compliqué. Honnêtement, Mendes, on le sait, il peut, défensivement parlant, être très compliqué. C'est pour ça qu'on aimerait beaucoup le voir dans la participation, dans la construction et en fait, dans le dernier tiers du terrain, un peu comme un Achraf Hakimi. Maintenant, voilà, au PSG, il est beaucoup plus bas parce que on cherche à avoir un équilibre. Ces derniers temps, il est plus haut. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, j'aime beaucoup plus le Nuno Mendes de la voilà, on va dire novembre-décembre, que de celui un peu du début où c'était plus compliqué. Dans l'absolu, allez, en vrai, je pourrais le mettre compliment parce que même si s'il peut avoir du mal, défensivement, il contribue quand même beaucoup à l'équipe, quand il faut, offensivement parlant et surtout en ce moment où il est plus haut. Il faudrait que sa relation avec Barcola soit meilleure sur le terrain, j'entends. Dans l'absolu, je mettrais encouragement intéressant, du 6 parce que les lacunes défensives, c'est quand même important, mais avec un gros je suis intrigué par la suite. Honnêtement, Mendes, en fonction de comment ça évolue, il peut vraiment beaucoup monter.
même là, j'en sais rien en fin de saison. Voilà, je pense qu'on est, alors j'avais mis Safonov environ à 6, Marquinhos à 6,5, un truc comme ça. Moi, je pense qu'il est à peu près là, 6, 6,5. Pas vraiment 5, ni 5,5. On est proche du 7 pour moi et on va mettre Nuno Mendes ici. Peut-être qu'on pourrait le mettre plus haut, je suis d'accord avec vous. Lucas Hernandez, évidemment, c'est non noté. Achraf Hakimi. Bon, 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 bon. Ouais, bon, il y a pas de suspense, hein, les gars. C'est également, non, bon, on va arrêter le troll. Oui, oui, Hakimi est excellent. Il y a pas de débat et en fait, j'ai envie de vous dire un truc, là, je vais dire, écoutez bien ce que je vais dire sur Hakimi, évidemment, on va commenter par rapport à lui. Ce que je vais dire, c'est que Hakimi est excellent, mais évidemment que je considère et je pense qu'on est beaucoup à le considérer, qu'il peut être encore plus fort, mais vraiment, vraiment encore plus fort, tellement le joueur est hors norme. Ouais, c'est une référence aujourd'hui. Alors voilà, la note, on peut donner une note symbolique de 10/10. Évidemment, dans l'absolu, c'est pas du 10/10. Il a eu quelques difficultés et tout. Je sais que certains, sont un peu, dans le fait de dire que Hakimi, on le surcote un peu trop. Pour vous, c'est allez, c'est plus du 7, du 7,5 ou quoi. Mmh, pourquoi pour moi c'est 9 jusqu'à 10/10 Hakimi? Parce que il est complètement et totalement crucial, décisif et tactiquement parlant, important pour cette équipe. C'est évidemment le joueur le plus utilisé avec Pacho de cette saison. Il a littéralement joué tous les matchs. Au-delà de ça, tactiquement parlant, Hakimi, c'est un des joueurs les plus fondamentaux pour le bien-être du Paris Saint-Germain. Si Hakimi n'est pas bon, le PSG le sera beaucoup moins. Hakimi, il est dans cette ligne de 5, le liant un petit peu entre le milieu, les relanceurs, et cetera et les phases offensives. Vous verrez vraiment qu'il a un gros finisseur avec lui. Il peut totalement, totalement être très, très, très axial pour terminer une action, par exemple. Voilà, il y a une 2 avec Dembélé et après bam, 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 il parle comme ça dans l'axe. Il fait des replis défensifs absolument dingues. Le cardio du joueur est irréel. Il est vraiment, 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 je trouve, revenu très, très bon défensivement parlant. C'est un leader, et également un leader vocal, un leader sur le terrain. Peut-être que voilà, il peut parfois un peu trop parler, ça lui donne des cartons jaunes et quoi. Bon, il y a des joueurs comme ça, mais dans l'absolu, je trouve que ça va mieux par rapport à l'année dernière notamment. Bah, il est dingue. Il y a pas grand-chose à dire de plus. Il est extrêmement, extrêmement, décisif. Enfin, il peut l'être vraiment. Je te dirais peut-être faire un peu plus de bons choix, mais ces derniers temps, il fait un peu plus de bons choix. Il peut être très frustrant comme joueur, comme Dembélé. Mais là, ce Hakimi-là, c'est le Hakimi qu'on veut et encore mieux parce qu'il peut être vraiment, vraiment encore mieux. Bon, Hakimi, je pense, oui, clairement, c'est non félicitations. Tu as été magnifique, notre cher Achraf, et voilà quoi, c'est assez dingue. Bon, Yoram Zag, Zagué, enfin, je vais pas le noter, je pense qu'il a vraiment très, très peu joué. On est sur, ouais, 161 minutes. On va pas le noter et on part sur Neves. OK, bon, on part, sur, Achraf Hakimi et Neves juste après. Ouais, ouais. Ah non, il faut être honnête, hein, il faut être honnête, il faut être honnête. Pour moi, c'est 8,5 ou c'est 9. Voilà, pour moi, c'est 8,5 ou c'est 9. Allez, je suis généreux, je suis gentil, je vais mettre, 9. Ah, il est énorme, il est énorme, il est énorme, les gars. Alors déjà au niveau du fait que c'est un joueur utilisé ou non, voilà. 1 637 minutes jouées, c'est évidemment dans le top 4 des joueurs parisiens les plus utilisés et en fait, on parlait d'adaptation tactique, on parlait du fait que Nuno Mendes, voilà, il a un rôle assez polyvalent, Hakimi évidemment, mais alors le rôle de Neves dans ce Paris Saint-Germain, c'est littéralement le joueur multitâche. C'est le couteau suisse du Paris Saint-Germain avec, Warren Zaïre-Emery, mais dans un autre rôle. En fait, Neves, il est alors dans un 3-2-5 en phase offensive, il y a le double pivot. Ils sont là, voilà, pour essayer de réguler le tempo, pour essayer de trouver les passes, et cetera, pour également passer au relayeur intérieur. Il faut savoir un truc, c'est que Neves, en plus de jouer dans cette position, il a beaucoup, beaucoup de phases, notamment en ce moment, où il est ben, dans la défense à 3, dans l'animation à 3 défenseurs. Il est souvent là avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery qui peuvent être, par exemple, ici. On a également, et on l'a vu, notamment en début de saison, Neves qui est dans la ligne de 5. Ce n'est pas une blague, où il a pu contribuer, je pense, offensivement. D'ailleurs, ah bah, attendez, on va regarder ça très rapidement. Bon, évidemment, il est titulaire la plupart du temps. Je pense que si on regarde, voilà, Neves en Ligue 1, il a fait pas mal de passes décisives. C'était un joueur qui était très, très peu mis à contribution offensivement à Benfica. Et au PSG, il a beaucoup de liberté, il peut vraiment monter. Bon, bah, c'est très simple, c'est vrai qu'il a fait doublé de passe D dans les 2 premiers matchs. Je me rappelle d'un match contre Reims, est-ce que vous vous en souvenez? Reims, le bloc bas, il te fait une passe D absolument merveilleuse pour Dembélé, je crois, contre Reims. Il est fort, il aura marqué contre Marseille. Ah, il aura marqué contre Marseille, les gars, je pense que c'est un bon argument. C'est un joyau du football. C'est un joyau du football et en plus, j'ai envie de vous parler, est-ce que les attentes étaient énormes? Vous vous en souvenez? On en parlait tous, les créateurs de contenu, les journalistes, les médias, même les spécialistes du football portugais. C'est un talent absolument hors norme.
tu as forcément des attentes malgré sa jeunesse, les gars. Il a 20 ans, il vient de faire 20 ans. Tu mets tout ça, bah, il est assez dingue, il est dingue, il est dingue, il est très, 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 très fort. Pour moi, le 9 sur 10 est mérité. Tu es très fort, Joao et ouais, tu es clairement une recrue, de très, très haut niveau, de très, très haut niveau avec une marge de progression absolument délirante. D'ailleurs, voilà, si ça vous intéresse, il y a également DataFoot, du coup, qui a fait un tableau sur l'impact et la réussite des passes pour les milieux de terrain dans le top 5 des championnats européens. Bah, en fait, c'est très simple, vous avez Neves ici qui est dans l'élite, hein, forcément, vraiment dans l'élite, qui a très, très peu de déchets dans les passes et qui a également un grand, grand apport dans les passes. Il calcule ça, je vais vous montrer si vous voulez rapidement. Je vous laisse tranquillement lire son explication ici. Voilà, voilà. On passe au prochain. Et le prochain est également un milieu de terrain, du coup, Warren Zaïre-Emery. Alors, joueur qui a été forcément très, très décrié à partir de la fin de la saison dernière. Pourquoi? Même du début de saison, enfin, non, plutôt fin de saison dernière. Ouais, Warren Zaïre-Emery, joueur le plus surcoté de tous les temps, joueur finito, il a aucun talent et tout. Pour moi, en fait, Warren Zaïre-Emery, et je vous le dis vraiment sans prétention aucune, mais c'est un joueur où il faut vraiment, vraiment essayer de comprendre le rôle qu'il a au PSG. Warren Zaïre-Emery, c'est pas, vous savez, les joueurs, qui sont, allez, flashy, machin, les Florian Wirtz, les Musiala, technique, machin. C'est pas ça, Warren Zaïre-Emery. C'est un joueur, comment on peut dire? De compensation, c'est un joueur d'effort, c'est un joueur qui prend les espaces également et je crois que, beh, c'est évidemment un des joueurs les plus utilisés, par le coach, de cette saison. Voilà, sans débat, 5e joueur le plus utilisé du Paris Saint-Germain à 18 ans seulement. 18 ans, ça, il faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est un des jeunes les plus valorisés sur le marché actuellement, et c'est normal. On parlait tout à l'heure donc de la tactique. Warren Zaïre-Emery, c'est la même chose. Il est partout. Il peut être dans le double pivot, il peut être dans la défense à 3 à gauche, il peut être dans la défense à 3 à droite, il peut être également sur la ligne de 5. Il peut parfois se retrouver, faux 9 moins, mais dans la surface. Il est partout. Maintenant, oui, c'est un joueur qui a des difficultés, qui a des problèmes, c'est une vérité. Au duel, Warren Zaïre-Emery peut souvent beaucoup, beaucoup avoir du mal. Il peut perdre beaucoup de ballons. Bon, maintenant, il est un grand, grand ratisseur, il récupère beaucoup de ballons, mais il sait surtout faire beaucoup de courses. Warren Zaïre-Emery, physiquement parlant, c'est un des joueurs, je crois, qui fait le plus de courses en Europe par rapport aux joueurs milieu de terrain et tout. Mais voilà, il demande beaucoup, beaucoup de savoir tactique. Je pense que plus le PSG ira bien tactiquement parlant, plus ce sera facile pour Warren Zaïre-Emery de briller. Il peut avoir une débauche d'énergie assez impressionnante. Dans l'absolu, je pense que les compliments je pense pas, hein. Il a eu des vrais, vrais bons matchs, hein, notamment contre Marseille. Je pense qu'il a vraiment été bon. Limite, il a fait un sombrero sur Hojbjerg. Il est plus compliqué à la passe. Il y a vraiment, vraiment une zone de progression sur Warren Zaïre-Emery. La passe. Il fait beaucoup de courses progressives. Il sait porter le ballon. Il sait, porter enfin, même il sait aller se projeter sans le ballon. Par contre, la passe, c'est beaucoup plus, compliqué de mémoire. Et bah, voilà, d'ailleurs, je vous ai montré tout à l'heure ce tableau concernant Neves, on va reparler de Vitinha après. Vous avez Neves ici, regardez, vous avez Vitinha ici et Warren Zaïre-Emery, il est là. Bah, qu'est-ce que ça signifie? Warren, il a peu de déchets dans les passes. Il est vraiment parmi les meilleurs joueurs d'Europe sur ce registre-là. Il a très, très peu de déchets. Par contre, ben, ses passes ont pas un grand apport par rapport, par exemple, à Neves qui, pour lui, pour le coup, il a énormément d'apport par les passes. Effectivement, jeu un peu trop latéralisant, trop de remises derrière, c'est Warren Zaïre-Emery, il doit beaucoup progresser sur ce registre-là. Dans l'absolu, je pense qu'on est sur, bah, également alors je mets beaucoup de 6,5, mais pour moi, on est sur du 6,5 également pour Warren. Si tu veux 7, pour moi, on est à peu près sur ces eaux-là. Bien, c'est encourageant. Tu peux vraiment être encore plus fort, Warren. Il a eu, vraiment des très bons matchs, je trouve, cette saison, de temps en temps et c'est bien, c'est vraiment bien pour Warren. Alors Vitinha, waouh, ça, je suis sûr et certain et vraiment, vous me le dites maintenant si vous voulez, avant même d'entendre ma note, vous mettez quelle note à Vitinha? Je suis sûr et certain, mais vraiment à 1000 que c'est un des joueurs qui va faire le plus débat. Parce que certains seraient en mode, bah, Vitinha Koro, bah, c'est 8 sur 10. Mais Vitinha Koro, c'est plutôt vers les 4 sur 10, machin. Bah, en vrai, Vitinha, c'est, allez, c'est 6 sur 10 et tout. Pourquoi, en fait, il y a autant de débats sur Vitinha? Parce qu'il y a le rapport à l'attente du joueur. Qu'est-ce qu'on attend de Vitinha? Techniquement, au vu de sa saison dernière, et notamment la fin de saison et en Ligue des Champions, il aura fait des matchs dingues. Il y a des attentes sur Vitinha. Il est considéré un peu aujourd'hui bah, comme le taulier du PSG au milieu de terrain, comme un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Alors, on parle d'un joueur qui a évidemment été extrêmement utilisé, 1500 minutes au PSG. Il a 24 ans, c'est jeune, mais quand vous voyez Neves qui a 20 ans et Warren qui a 18 ans, bah, c'est le milieu de terrain le plus expérimenté, le plus mature, je pense un peu le grand frère de ces joueurs-là. C'est compliqué de noter Vitinha. Parce que honnêtement, et je vais être honnête avec vous, c'est un joueur qui pour moi peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ce qu'il a actuellement.
Je vais pas dire qu'il est mal utilisé parce que c'est encore une fois de la tactique et Vitinha et pour le coup, alors on parlait de voilà, Warren ou Neves qui sont très, très polyvalents. Honnêtement, Vitinha, il reste dans le double pivot. Vitinha, c'est vraiment, vraiment, vraiment le joueur double pivot. Il reste là, devant les 3 défenseurs. Il essaie de distribuer le jeu. C'est rare quand même de le trouver dans le dernier tiers du terrain. C'est rare de le trouver dans la défense à 3. Ça se fait plus trop maintenant pour lui. C'est vraiment le double pivot. Là, pour le coup, c'est son rôle. Maintenant, vis-à-vis de ses performances. Bon, alors je vous ai montré, tout à l'heure, je vous le remontre la dernière fois du coup pour Viti. Il a évidemment une très, très bonne qualité de passe. Très, très peu de déchets à la passe. Mais vraiment, il ne rate quasiment jamais ses passes. D'ailleurs, regardez, il n'y a que Kovacic, selon ce tableau-là, qui a plus de passes réussies que lui. Maintenant, il a quand même un apport à la passe qui peut être assez intéressant. Je sais que beaucoup, parlent du fait que, ouais, voilà, Vitinha à la passe, c'est pas la folie furieuse, n'abusons pas, je pense non plus. C'est pas un milieu offensif ou je sais pas quoi, mais voilà, il est quand même bon. Maintenant, il y a une vérité, sur ce qui est, par exemple, la conduite de balle. Neves ou Warren Zaïre-Emery, à la conduite, portent plus le ballon. Ils peuvent vraiment percuter. C'est beaucoup moins le cas. Je pense qu'il a aussi ces consignes-là de pas trop monter. Il peut le faire, mais il le fait moins qu'eux. Donc voilà, c'est un peu moindre. Par rapport aux passes, on va dire dans le dernier tiers du terrain pur et dur, mettre des passes en profondeur et tout, il le fait, mais également, je trouve moins. C'est compliqué. Je pense qu'il pourrait également plus marquer. Je sais pas trop à quel point il a marqué Vitinha cette saison. Peut-être 3 buts. Non, je sais plus. 3 buts quand même, OK. Ouais, 3 buts, c'est pas si pire. Bon, c'est en Ligue 1. En Ligue des Champions, je crois qu'il aura pas mal tenté et tout. Ah, il reste important, il reste très, très important, Vitinha. En fait, le problème, c'est que je suis pas trop de l'avis, en fait, de mettre une mauvaise note à Vitinha parce qu'il est vraiment important. Il est, un joueur qui est assez complet, qui peut tout faire et en vrai, il serait énormément plus fort en marquant plus. Il faudrait qu'il marque plus, il faudrait vraiment, voilà, c'est un peu cette sorte de point de base qui essaie de marquer, un peu comme ce que peut être Rodri avec Manchester City. Bah, Rodri, il a pas mis 2000 buts, mais il tirait. Il tirait et il marquait parfois des buts de fou. Mine de rien, il tire les pénaltys maintenant au PSG. Ah, il est important, il est important. Je pense qu'évidemment, il pourrait faire mieux. Il pourrait être vraiment, vraiment encore plus fort. 7. Je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord là-dessus. Je sais que beaucoup penseront autre chose. 7 pour l'importance qu'il a, peut-être. Pour moi, le meilleur milieu du PSG, c'est Neves. Je me dis que Warren, il est bon, mais il a quand même des failles importantes. En fait, c'est ça. Warren est bon, mais il a des failles importantes pour moi. Vitinha est bon, mais je trouve qu'il a moins de failles que Warren. Voyez un petit peu? C'est pour ça que dans la notation, je serais un peu plus en mode Vitinha, je lui mets peut-être 0,5 points de plus et je le mettrai à 7. Si Warren Zaïre-Emery, je le mets à 6,5, Vitinha, je le mets à 7. Voilà un peu ma réflexion là-dessus. Fabian Ruiz. LOL. Aïe, 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 aïe. Bon, Fabian Ruiz, non noté, absent. Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et vous savez, si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, quel point, heu, j'ai voulu en fait montrer à travers les matchs qu'il pouvait faire et la tactique, le plan de jeu de Luis Enrique, à quel point il vous pouvait être bon. Pour moi, il peut être bon au PSG, mais il fait des matchs qui sont terribles. Il y a quand même quelques bons matchs, voilà, sans non plus être trop, 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 trop mauvais. Il y a quand même quelques petites actions bonnes. J'allais dire bon match. Non, c'est même pas bon match. Il a quelques moments. Fabien Ruiz, voilà, 1175 minutes jouées. Il a beaucoup, beaucoup joué cette saison quand même. Un but, quoi. Un but pour lui, c'est pas normal. En fait, vous savez c'est quoi la tristesse de ce PSG là? C'est que je pense qu'entre Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Fabien Ruiz, c'est Fabien Ruiz le joueur qui doit être le plus mis à contribution pour marquer des buts. On parlait donc, encore une fois, je vous montre souvent cette planche tactique pour illustrer un peu mes propos. Fabien Ruiz, c'est un joueur qui est dans le dernier tiers. Pour moi, c'est un joueur de dernier tiers où il est. Il est ici. Dans l'animation parisienne, il serait plus là. Il serait ici, par exemple, voilà, la place de n'importe qui, dans la ligne de 5 pour terminer des actions, pour faire des passes et pour se retrouver ici. La zone de Fabian Ruiz, c'est là. Vous voyez cette zone-là? C'est ici. C'est soit de la surface, soit entrée de surface et tu marques des buts. Le Fabian Ruiz avec l'Espagne, c'était ça. Magnifique. Mais il y a des joueurs comme lui qui, tactiquement parlant, ben, s'adaptent pas au mieux. Le jeu de l'Espagne n'est absolument pas le jeu de Luis Enrique. Le jeu de l'Espagne, ce n'est pas un football de possession comme à l'époque du coup de Luis Enrique, par exemple. C'est un football de transition rapide. On fait un gros pressing et à la récupération, on balance. On cherche les espaces. On cherche le genre une touche. On est vraiment dans la projection. Fabian Ruiz, il est incroyable dans ce registre-là. Au PSG, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas. Et au-delà de ça, il doit montrer beaucoup mieux. Il peut faire des matchs qui sont
complètement insipide. Le match qu'il a sorti contre Lens, en coupe de France, c'est abominable. Malgré quelques bonnes actions. Par exemple, contre le Bayern, je l'ai pas trouvé mauvais, honnêtement. Mais je l'ai pas trouvé transcendant non plus. Alors qu'il devrait être décisif. C'est le mot que je cherche, décisif. Le PSG a un problème de joueur décisif. Il pourrait l'être, il ne l'est pas. Fabien Ruiz, c'est une mauvaise note, alors je peux comprendre sur les gens qui donnent 3, par exemple. Moi, je vais être un peu plus sévère. 2. Alors Donnarumma, je l'ai mis à 2 environ. Ouais, 2. Même moins 1,5 en vrai. Oh, il est très compliqué. Par rapport au potentiel du mec, par rapport aussi aux attentes quand même, c'est un gars qui a fait un Euro de fou. Il doit faire beaucoup, beaucoup plus. Il n'est pas bon et bien sûr que voilà, tactiquement parlant, je suis sûr qu'il serait meilleur, sur une autre phase, mais le PSG ces derniers temps a eu quand même des moments où tu étais plus en transition, quand même. Bah, même là, il n'était pas dans les bons trucs. Ah, oh, je suis obligé de mal le noter malheureusement les amis. Dommage pour Fabian. Seny Mayulu, évidemment, je pense pas qu'on va le noter, voilà. Il est ici, 197 minutes jouées, je vais pas le noter. Il a quand même eu quelque chose d'intéressant, mais c'est trop peu pour le noter. Kang In Lee, ou en coréen, Lee Kan-min, j'espère que je le prononce bien, mes chers amis coréens. Bon, alors Lee, je parlais tout à l'heure de Vitzla qui peut faire sûrement beaucoup débat. Je pense que certains vont pas trop aimer que je l'ai mis là-bas à 7/10. Lee, c'est très compliqué. En vrai, Lee, c'est aussi purée, oh là là, c'est dur de noter ce joueur-là. Parce que si on parle du Lee de début de saison, pour moi, c'est là, sans débat, c'est 8 environ, c'est très bon. Mais si on parle du Lee de la fin de saison, et on est beaucoup plus bas, il faudrait faire une moyenne. C'est dur. En fait, alors, c'est dur pour Lee, mais déjà, j'ai envie de dire quand même quelque chose. Lee est vraiment utilisé. Il est purée, il est vraiment bien utilisé, 1300 minutes, j'aurais pas cru. Il a été, quand même, mine de rien, un peu décisif, bah, 6 buts marqués. Il a une qualité de frappe qui peut être excellente. Excellente, ça c'est une vérité. Lee, il peut trouver des ballons assez dangereux, très, voilà, bien placés. Des passes évidemment, c'est un très bon passeur quand il peut. Mine de rien, il est décisif et ça fait partie des joueurs les plus décisifs au PSG. Regardez, il a vraiment beaucoup joué, voilà, en début de saison, il aura fait en plus des buts, des bonnes prestations. Maintenant, ouais, si on parle, de la tactique, en fait, le problème, c'est qu'un joueur comme Lee, qui est, souvent mis un peu, voilà, dans ce rôle-là de faux neuf, d'un point de vue axial, je trouve qu'il était un peu plus présent dans le jeu et un peu plus pertinent. Bon, sur le côté, par exemple, comme ça, on a souvent ça en ce moment, Dembélé en mode faux neuf, sur les 2-3 derniers matchs, et Lee, comme ça sur le côté. En fait, le problème, c'est que Lee n'est pas un ailier de percussion. Ce qu'on appelle un ailier de percussion, bah, c'est très simple. Dembélé, Jérémy Doku, par exemple, des ailiers, ils prennent le ballon, bam, tu percutes, tu dribbles, tu prends de vitesse et tout. Lee, c'est pas ça. Lee, c'est pas ça. Il est beaucoup plus dans ce qu'on pourrait appeler un ailier de possession, un peu à la Pep Guardiola. Par exemple, Grealish, Bernardo Silva, c'est pas de la percussion pure et dure. C'est vraiment beaucoup, de contrôle. Bah, là, il est de contrôle. Tu fais un peu le yo-yo, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça fait des matchs très monotones, pas très beaux, c'est stérile, c'est un peu plat, c'est un peu fade. Mais c'est, je pense, les consignes. Et Lee, en fait, reste, je pense, un des joueurs les plus talentueux de cet effectif. Il peut tellement éveiller et montrer son talent. Des matchs très ternes, très ternes sur la fin. Euh, mais des bons matchs au début. Franchement, c'est trop dur de noter Lee. C'est super dur. Vraiment, vous me dites où vous le mettez, où il est. Il est là. Peut mieux faire? Pour moi, c'est un peu sévère quand même, peut mieux faire. Parce qu'il a fait des bons trucs. Enfin, peu sévère. Il faut pas regarder ça, mais peut mieux faire, c'est même pas une bonne formule. Mais est-ce que je lui mettrais genre à 4/10 et tout Lee? Ah, je pense que c'est un peu trop sévère. Je pense que c'est un peu trop sévère. Ouais, c'est compliment pour moi, pas quand même. Parce que, en fait, je peux comprendre. Franchement, quelqu'un me dit, je mets Lee à 7. Moi, je suis en mode OK. Je suis en mode, c'est pas choquant parce qu'il a été important, il a été impactant, il a été décisif. Il tire les corners, il apporte du danger. Il apporte du danger. C'est pas Ryan Cherki, par exemple, en Ligue 1, mais il apporte du danger. Ouais, ouais, pour moi, c'est encouragement, mais voilà, c'est 6 environ, je te dirais. 5,5, 6, mais ouais, il peut vraiment beaucoup mieux faire. C'est très dur. Honnêtement, les amis, Lee, c'est pour moi le joueur le plus dur à noter. Vous me donnerez votre avis, mais là, je sèche un peu. Bradley Barcola. Un peu comme Lee, encore plus extrême. Si on note le début de saison, c'est exceptionnel, sincèrement. Si on note la fin de saison, c'est beaucoup moins bien. Alors ouais, Barcola, c'est le symptôme un peu d'un joueur qui s'est éteint.
qui est pour le coup, lui, voilà, tactiquement parlant, il est ailier, il est vraiment ailier. Même si dans la ligne de 5, on peut le trouver quand même, voilà, un peu dans cette position, un peu plus intérieur, mais globalement, c'est un joueur de demi-espace gauche. Ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps. Beaucoup plus axial comme ça. Très, très rare, honnêtement, je pense. Bon, globalement, c'est un joueur de demi-espace et un ailier. Bon, Barcola, alors oui, oui, Barcola, c'est, je pense, le joueur qui a le plus stat au PSG cette saison. Je sais pas à quel point, mais je pense que c'est pas si mal. Alors attendez, je vais quand même trouver les minutes jouées du joueur. Il est ici. Bon, il est très, très, très utilisé. 10 buts marqués, ouais, je crois que c'est le but, c'est le joueur ayant marqué le plus de buts avec le PSG. Malheureusement, voilà, c'est en Ligue 1. C'est en Ligue 1. En Ligue des Champions, ouais, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Malheureusement, malheureusement. Alors que je pense que il y avait aussi un problème de déséquilibre au PSG, c'est-à-dire que le jeu, il penchait énormément à droite parce qu'il y avait Hakimi plus Dembélé. On sait que Mendes, surtout dans un premier temps, n'était pas du tout haut sur le terrain. Donc Barcola, il était très, très isolé sur son côté. Mais on se souvient quand même de certains matchs où Barcola avait quelques ballons en Ligue des Champions, où il ratait quasiment tout. Ça, forcément, ouais, ça baisse la note, hein, il faut pas se mentir là-dessus. Je vous laisse encore une fois lire la description de DataFoot concernant les meilleurs joueurs offensifs en Ligue des Champions pour le moment. Il développe très bien. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et lire un petit peu ce qu'il a mis. Regardez un petit peu donc le tableau. Il y a des joueurs voilà, qu'on connaît bien ici, Florian Wirtz, Rafinha, énorme, énorme en possession, c'est-à-dire voilà, être fort balle au pied. Ouais, Barcola, c'est une vérité qu'il ne faut pas nier. En Ligue 1, il est là-haut, en Ligue 1. En Ligue des Champions, il est là. C'est beaucoup plus compliqué si on regarde. Alors Dembélé n'est pas là parce qu'il n'avait pas joué assez de matchs à ce moment-là, mais voilà, c'est forcément très très compliqué. Voilà, si je vous montre en Ligue 1, ça n'a rien à voir, hein. Marquer des buts hors pénalty et créer du danger par les passes, bah, Barcola et Dembélé sont ici. Ils volent complètement. D'ailleurs, Cherki est le meilleur à la passe, moins dans les buts, évidemment. Bon, la Ligue des Champions est forcément une mauvaise note. Salzbourg a été plutôt bon. Il a été plutôt bon contre Salzbourg. Allez, allez, quand même. Faut vraiment, je pense, féliciter le début de saison qui fut très qualitatif. Barcola joué, tu savais qu'il allait se passer une dinguerie. Extrêmement, extrêmement fort en percussion, en dribble, en finition, des buts parfois pas très évidents. Tu sentais un petit peu, entre guillemets, qu'il touchait le ballon, la défense adverse allait être mal. Il était vraiment fort, il planait, hein, il nageait vraiment complètement. On en parlait, oh là là, Barcola, machin, beaucoup d'euphorie. Même s'il est un peu retombé, il faut vraiment, vraiment noter ça. Il était excellentissime en début de saison. Je vais mettre à 7. Je pense que je vais mettre à 7. J'ai pas envie de le mettre d'encouragement ou quoi. Je vais quand même le complimenter. Bravo, bravo Bradley, tu as été bon. Allez, vous le mettez à 6, 6,5. Je peux le comprendre, mais j'ai envie de me dire, il était au-dessus. Il était au-dessus. Et maintenant, il faut corriger ça en Ligue des Champions. Et on espère avec la présence un peu plus offensive de Mendes, justement, contre Salzbourg, Mendes était plus haut. Et ben bizarrement, Barcola a fait un match beaucoup, beaucoup plus consistant. Attention, attention parce que la seconde partie de saison peut être très, très intéressante pour Barcola. Je vais le noter à 7 pour ce 7. Désiré Doué, oh là 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 là. Bon, il a très, très peu joué Désiré, mais c'est forcément un joueur super intéressant à analyser. Doué, Doué, Doué. Bon, 700 minutes quand même. Ouais, c'est pas si pire, je l'attendais plus aux alentours de 500 minutes. Là, il est environ à 800. Bon, ben Désiré Doué, il a quand même peu joué, il a 19 ans. C'est jeune, c'est très, très jeune, il vient de faire 19 ans. En Ligue des Champions, il aura quand même, pas mal rentré, hein. 1 but, une passe D en Ligue des Champions, c'est forcément un truc, qui compte sur la note, même si vous connaissez mon avis sur les passes D, pas très pertinent parce que ça dépend de la finition de l'attaquant. Mais c'est vrai que mine de rien, il a eu beaucoup de minutes étalées et par contre, je trouve vraiment, vraiment Désiré Doué depuis 2 3 matchs, les matchs contre Lyon, les matchs contre Monaco, même l'entrée qu'il a fait contre Salzbourg, waouh! Waouh! Franchement, j'ai eu des frissons un peu. Je vais pas dire que ça m'a rappelé Neymar, parce que Neymar, c'était un autre monde, un autre niveau. Quand il est arrivé au PSG, c'était déjà un des meilleurs joueurs du monde, quoi. Mais il y a un peu de Neymar en lui. Tu sens le talent, la petite folie et tout. Dribbleur exceptionnel, joueur de différence, mine de rien, avec une belle finition. Attention à désirer. Attention à désirer parce qu'il peut devenir un acteur majeur du PSG en seconde partie de saison. Je rappelle que tactiquement parlant, c'est un joueur qui est complètement disponible sur toute la ligne offensive. Il peut être ici, il peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être là. Honnêtement, pour moi, il peut être performance dans l'axe, il peut être performance sur l'aile. Il y a pas de problème là-dessus. Il fait quand même, pas mal de retours également. Ouais, est-ce que je le mets dans compliment? Peut-être que compliment, c'est un peu trop parce que alors, pourquoi c'est un peu trop compliment? Parce que je me dis qu'il a peu joué, mais en même temps, vous me direz, j'ai mis Skriniar, dans compliment.
Bah, pourquoi pas mettre Doué? Ouais. Pour moi, c'est entre 6 et 7 de toute façon, hein. C'est entre 6 et 7. Je pense que 6,5 c'est une bonne note, mais bon, écoutez, si je des notes, hein, c'est tranquille les gars, il y a pas de problème. En vrai, j'ai envie de le récompenser sur, il aura fait des matchs quand même un peu compliqués, en début de saison, je trouve, par-ci par-là. Ouais, bon, ça c'est aussi vrai, mais il a fait des très, très, très bons, très, très bonnes fins de match. Bon, c'est un peu compliqué, écoutez, allez, je vais le mettre à 6,5. Pour moi, c'est 6,5 ou 7, un truc comme ça. Je vais le mettre ici tout en haut d'encouragement intéressant parce que oui, je t'encourage, Désiré, à être encore meilleur. Tu as été vraiment, vraiment bon et honnêtement, si on note sur les 3-4 derniers matchs, là, pour le coup, c'est excellent. Il est vraiment beaucoup, beaucoup plus haut, mais je pense qu'il faut, aussi se rappeler du début qui n'était pas si fou pour lui, assez normal concernant son âge, concernant aussi, voilà, la confiance, tout qu'il faut. Mais c'est très bien. Franchement, c'est top, mon cher Désiré. Ousmane Dembélé, le joueur, de la frustration par excellence. C'est incroyable. En plus, vous savez ce qui est dingue avec Désiré? Avec Ousmane, je suis parti voir, au niveau des stats pures et dures, et ben, en fait, il fait une très bonne saison par rapport à ses standards. 20 matchs, 8 buts, 7 passes D, et au-delà des passes D, il contribue beaucoup à la passe. Bah, c'est très, très bien. En Ligue 1, il est complètement sur l'eau. 15 matchs, 8 buts, 6 passes D, c'est vraiment bon. Je pense que si on regarde par rapport aux minutes jouées, parce que c'est très, très important, regardez un petit peu. Notre cher Ousmane, il est ici, avec 1 300 minutes jouées. En Ligue 1, en fait, c'est très, très simple. J'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a paru, vraiment un très bon ratio. En Ligue 1, il a joué 900 minutes. Bah, 900 minutes, on peut dire, c'est 9 matchs. Non, 10 matchs, 10 matchs. 10 matchs, 8 buts, bah, en vrai de vrai, c'est vraiment bon avec 6 passes D. Il a été incroyablement décisif en début de saison. Regardez, décisif, sur quasiment tous les matchs, bah, vraiment. Contre Le Havre, contre Montpellier, contre le LOSC, contre Brest, contre Reims, contre Rennes, contre Nice. Il a été sur le banc contre Strasbourg et il a été décisif contre l'OM. Il a été décisif contre Lens. Mais attends, mais ça je l'avais oublié parce que le match contre Strasbourg, il a pas joué. Du coup, les gars, il a été décisif sur tous les matchs. Le seul match en Ligue 1 où il a pas été décisif, c'était à partir du 9 novembre. C'est assez impressionnant. Il aura marqué un doublé, contre Monaco, malgré un match qui n'était pas forcément le mieux et ça qui est particulier parce que dans le jeu, énormément de déchets. Un déchet absolument fou, même s'il peut faire des différences très, très importantes, c'est le but de Dembélé, voilà. Je vous l'ai montré, tout à l'heure. Oui, Dembélé, il y a pas de débat. Bien sûr que c'est un des joueurs différences les plus importants du monde du foot, mais c'est également un des joueurs les plus frustrants du monde du football. Parce que quand Dembélé, il est trop, voilà, tête baissée, je suis là, je tente que de dribbler et je rate tout, c'est malheureux. C'est malheureux, ça c'est très, très clair. J'ai envie, de dire quand même qu'en Ligue des Champions, parce que c'est évidemment très, très important de le considérer, alors il n'aura pas joué, contre Arsenal. En Ligue des Champions, ben, alors il aura fait une passe D contre l'Atlético, mais en fait le gros problème, c'est qu'en Ligue des Champions, c'était sûrement le joueur qui pouvait apporter le plus de danger avec Hakimi. Mais les ratés de Dembélé, ils sont aberrants. Les passes ratées de Dembélé, vous vous souvenez ou pas quand il y avait des face à face contre le gardien du PSV? Il devait passer à Barcola, il ne le passe pas, il tente un tir et il finit. Ça, c'est grave, c'est quand même grave. Donc ouais, Dembélé, c'est compliqué, mais voilà, je vais pas lui donner une mauvaise note, hein. Pour moi, est-ce que je lui mets quand même les compliments? Si j'ai la logique sur Barcola de me dire que je récompense vraiment son très, très bon début de saison, je devrais récompenser la régularité de Dembélé parce qu'il est quand même régulier et il est décisif. Mine de rien, parce que oui, c'est un running gag, oui, c'est un mème, mais il est décisif au PSG. Il est quand même décisif cette saison du moins. Bah, je suis désolé, mais rappelez-vous, hein, d'autres, joueurs, d'autres, passés par le PSG, notamment des ailiers et tout, mais un ailier qui a joué 900 minutes en Ligue 1, qui a fait 8 buts et 6 passes D, et au-delà des passes D, il a toujours été important dans le jeu et il a apporté du danger, bah, c'est très, très, très positif. Je comprends les gens qui mettraient moins parce que ça reste ultra frustrant. En vrai, vous mettez 6 sur 10 sur Dembélé, je suis totalement OK. Voilà, je vais être un peu généreux et le mettre à 7 avec, Barcola, mais avec peut-être plus d'attente. En fait, allez, vous savez quoi? Je vais le mettre en dessous. Je vais le mettre en dessous pour une seule chose, parce que c'est l'attente. C'est vrai que j'avais oublié ça. Dembélé est censé être un taulier. Il aura fait quand même des perfs en Ligue des Champions qui vont pas. C'est un taulier, même le comportement alors attention, je ne connais pas le perso, j'allais dire, l'homme IRL, mais quand je vous parle de comportement, exemple très, très bête, Ligue des Champions. Ligue des Champions, voilà, on a un truc très intéressant. Vous voyez, ce match en Ligue des Champions contre le Bayern, il prend un carton rouge. Je suis désolé, mais tu n'as pas à parler à l'arbitre, surtout tu sais que c'est un arbitre qui donne beaucoup de cartons. Tu n'as pas à rouspéter, même si c'est dur et tu n'as pas à faire ce genre de faute un peu bête où tu laisses traîner ta jambe, là où il prend le rouge et tout machin. Je sais que l'arbitre a fait beaucoup, débat, beaucoup polémique et tout sur ce match-là, mais tu sais comment il est. Reste tranquille.
reste calme. Et pourquoi quand tu as un carton jaune, tu tancles un tacle juste après une perte de balle? Donc c'est un bémol. C'est un bémol, voilà, un peu plus de tranquillité, un peu moins de frustration peut-être. C'est censé être un taulier. C'est un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif, hein. Il a quoi? 27 ans, voilà, c'est un taulier, c'est pas un jeune comme Barcola. C'est censé être le leader d'attaque, c'est censé être le leader d'attaque. Il a été performant, il pourrait beaucoup mieux faire. Ces quelques points me fait légèrement diminuer la note et je le mettrai plus à 6,5 du coup sur ceci. Marco Asensio, bah, j'avais oublié le le gars, le petit, fantomas du PSG actuellement. Malheureusement, c'est comme Draxler à l'époque, on sait pas trop, il a porté disparu. Mais, alors, Asensio, il faudrait voir combien de temps il a joué. Je pense pas qu'il a un peu joué quand même au début. Alors Asensio, ouais, bon, il a joué 750 minutes, c'est pas beaucoup, il faut pas se mentir. Je crois quand même qu'en début de saison, il aura, quand même pas mal joué. 613 minutes en Ligue 1 surtout et voilà, quand même beaucoup de passes D. C'est vrai que Asensio, c'est pour ça que c'est compliqué de le noter. Je sais que beaucoup vont être en mode: «Bon Asensio, c'est terrible, c'est les ténèbres et tout». Moi, je vais être honnête, pour l'instant, je vais le mettre là et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, il aura été décisif, important. J'ai vu ceci également donc DataFoot, je prendrai le temps de le remercier en fin de vidéo. Regardez un petit peu, le comment il a calculé ici. Ce classement prend en compte ceci. Je vous laisse lire comme d'habitude. Les actions décisives hors but en Ligue 1, bah, Asensio est ici. Il est dans les meilleurs joueurs de la Ligue 1. Les actions totales, il en a eu 7. Il a un des meilleurs ratios, bah, si ce n'est, bah, le meilleur ratio en Ligue 1 juste après Stassin par rapport au temps de minutes jouées. Franchement, c'est plutôt bon là-dessus. Maintenant, ouais, il peut faire des «performances fantômes» entre guillemets. Bon, il joue très, très, très peu ces derniers matchs, voilà. Depuis le 30 novembre, il joue, quasiment plus du tout. En Ligue des Champions, j'ai le souvenir de matchs, très, très, très stériles et tout. Donc c'est un grand regret forcément. On est obligé de considérer, Asensio, taulier, ex du Real Madrid et tout. Enfin, il est censé être un joueur leader. Il est censé être un joueur leader donc pardon, je crois que je fais un peu bouger le bureau. Il a été performant, il a été décisif, il peut contribuer, c'est sûr, mais peut-être, de la nonchalance sur le terrain, peut-être des performances trop irrégulières. Il peut être également assez polyvalent sur le terrain. Bon, ça c'est aussi, entre guillemets «le problème d'Enrique», c'est qu'il a des joueurs, mais c'est pas des joueurs fixes. Asensio, personne ne sait où il joue à peu près partout. Ouais, je vais pas le mettre dans terrible non plus parce que pour moi, Donnarumma a été un handicap. Fabien Ruiz a été vraiment un handicap. Asensio, il a juste été moindre, malgré le fait qu'il a été performant, mais je vais pas le donner plus parce que bon, trop irrégulier. Je pense qu'on est sur, ouais, comme ça, peut-être un 4, un 3,5, 4 pour Asensio. Voilà, je vais pas le mettre plus bas. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Je suis assez OK sur ça. Vous me dites si jamais vous n'êtes pas d'accord. On va terminer forcément par des débats assez dingues. Pour l'instant, Mbaye, on va évidemment le mettre ici, il n'a pas assez joué et Gonzalo Ramos. Bon, alors c'est sûrement le joueur le plus, particulier à noter, pour le Paris Saint-Germain. Bah, pour la raison suivante, ouais, Ramos a joué 300 minutes, mais il est très, très décisif. Franchement, je vous mens pas, je vais être honnête avec vous. On en parlera lors du mercato, mais j'ai énormément d'espoir et d'attente sur Gonzalo Ramos. Il peut devenir le taulier du Paris Saint-Germain. Maintenant, on verra à quel point il va jouer parce que malheureusement, ouais, Luis Enrique, le fait pas des matchs joués. Quand vous prenez, voilà, la Champions League, alors il est rentré contre le Bayern, il aura été titulaire pour le coup contre Salzbourg, où il aura fait un vrai bon match, il aura marqué une fois. Il aura certes raté, mais il a marqué vraiment beaucoup de présence, beaucoup de danger à apporter dans la surface, tellement ce qu'il manque au PSG. Et là, les amis, regardez ça. Contre le Havre, il fait une passe D. De mémoire, c'est une belle, peut-être une talonnade de je sais plus quoi, rappelez-moi, peut-être une déviation. Je crois que c'était une déviation pour Barcola, peut-être lors du premier match. Blessure à la cheville, catastrophique. Et là, retour contre Nantes, contre Auxerre, contre Lyon et contre Monaco. Décisif quasiment à tous les matchs. Lyon, 7 minutes jouées, but. Monaco, 10 minutes jouées, but. Il est revenu comme Axel Blaze dans Inazuma. Le mec est très énervé. En vrai de vrai, franchement, alors peut-être que je le surnote, je suis d'accord avec vous, mais j'ai envie de le mettre là. Alors par contre, pourquoi Pacho est redescendu? Je viens de remarquer, mais Pacho est ici, hein. Je sais pas pourquoi il est redescendu. Ramos, j'ai envie de le féliciter. Franchement, j'ai envie de lui mettre un 9 sur 10 ou 8,5. Mais j'ai envie de le féliciter parce que il a été tout ce que le PSG avait besoin. Un joueur décisif, il marque des buts. Un joueur qui sait faire, le rôle de déviation, de pivot, il peut le faire. Dos au but, il est bon. De la tête, il est bon. Donc il a une présence axiale également qui est importante. Sur corner, sur coup franc, il peut marquer. Il fait beaucoup de retours défensifs. J'ai quasiment rien à reprocher à Gonzalo Ramos.
Le retour qu'il a fait, mais félicitations! Félicitations! 9 du Paris Saint-Germain. Tu arrives avec quand même un poids important parce qu'on compte quand même sur toi. Tu es décisif contre les Lyon, les Monaco en Ligue des Champions et tout. Premier buteur du Paris Saint-Germain en 2024 hors Kylian Mbappé. Il a marqué plus de buts que tous les joueurs parisiens hors Kylian Mbappé. Il a le meilleur ratio but-minute joué au Paris Saint-Germain. Félicitations, Gonzalo. Tu es incroyable. Et on espère que tu feras une seconde partie de saison encore meilleure. Et enfin, mon crève-cœur ultime, les amis, Kolo Muani. Qu'est-ce que j'aime ce. En vrai, j'aime trop Kolo Muani. Les gars, vraiment, Randall Kolo Muani, je vous le dis sincèrement, je suis écœuré. Parce que c'est un joueur, je rêvais de le voir réussir au PSG, mais c'est terminé. Je pense qu'on a à peu près tous compris. Gonzalo, Kolo Muani au Paris Saint-Germain, c'est terminé. Bon, déjà, chose où il faut être très, très factuel. Vous voyez, Gonzalo, il n'a pas beaucoup joué depuis qu'il est retourné, mais un peu quand même, 300 minutes. Bon, sans compter le match contre le Havre. Il a un peu joué, même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Euh, Kolo Muani, mesdames, messieurs, regardez un petit peu. Ceci n'est pas une blague, hein. Il a joué 453 minutes. Il a été recruté pour un prix assez élevé. Troisième recrue, je crois, la plus chère de l'histoire du Paris Saint-Germain. Après Neymar et Kylian Mbappé. 453 minutes jouées par Kolo Muani. Alors que Ramos n'était pas là. Le coach préfère Lee en faux neuf. Bah, en fait, ce qui est triste, vous savez, pour Kolo, c'est quoi? C'est que je me souviens d'un début de saison, bah voilà, contre ouais, LOSC et tout machin, où il a marqué, où il a fait des entrées qui étaient bonnes. L'entrée contre Montpellier, elle était bonne. L'entrée contre LOSC, de mémoire, elle était bonne. Contre Brest et tout. Mais les matchs titulaires, il a tout joué. Il y a un match cette saison où il a tout joué. Contre le Stade de Reims, 90 minutes. Et après, pas dans l'effectif, sur le banc, sur le banc. Là, des miettes. Miettes, 9 minutes jouées sur le banc. Et là, depuis Lyon, Monaco. C'est dingue de dire que contre Marseille, Lens, Lyon et Monaco, donc les meilleures équipes de Ligue 1, il ne joue pas. C'est très compliqué de le noter parce qu'en vérité, oui, il n'est pas bon. Malgré des choses intéressantes, il faut le dire, il faut vraiment pas le faire passer pour un peintre. Il aura fait des entrées pertinentes. Il aura montré quelques actions que je sentais qu'il pouvait faire beaucoup de bien au PSG. Mais dans l'absolu, oui, c'est compliqué. Maintenant, c'est un des joueurs que j'ai envie, entre guillemets, le plus dédouané, le plus tranquillisé. Parce que c'est un joueur de transition pur et dur, voire de contre. À Francfort, qui est vraiment une équipe ouais, limite de contre. Francfort est limite une équipe de contre, c'est-à-dire sans le ballon, qui à la récupération se projette à fond. Colo était une machine, avec, on sait, la Bundesliga qui est un jeu plutôt offensif. Si le PSG était moins dans ce délire de full possession, il serait sûrement meilleur. Maintenant, oui, oui, c'est terrible. Ah, je suis obligé. C'est à contre-cœur, hein, j'aime le joueur, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais. Ouais, c'est un regret, c'est un regret. J'avais beaucoup, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir sur lui. Je me disais qu'il pouvait être un joueur décisif au Paris Saint-Germain. Je me disais qu'il pouvait être quelqu'un d'important, mais ouais, il n'aura pas su s'adapter au jeu de Luis Enrique, même si on me dira, bah écoute, Koro, il faut aussi que le coach s'adapte au joueur. Je suis d'accord avec vous. Il n'aura pas réussi au mieux. Le coach ne compte plus sur lui. On ne reverra sûrement plus Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est terminé. Ça me crève le cœur. J'aime beaucoup le joueur, mais c'est ainsi. C'est comme ça. Et voilà pour cette énorme vidéo. Je vous invite à bombarder les likes. Merci infiniment pour votre soutien. Ça prend une seconde, ça m'aide beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec cette liste? Voilà, j'ai fait ça en mode vraiment tranquille, sans me prendre trop la tête. N'hésitez pas à noter sur 10. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites tranquillement. On discute, s'il n'y a pas de problème, même discuter entre vous. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, vous le savez bien. Mais voilà, c'est juste un petit jeu. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Je sais qu'on peut répéter ça, mais certains sont juste dans la malveillance et vont critiquer pour rien, même si la très très large majorité est super gentille, merci à vous. Et on a le droit de ne pas être d'accord, hein, voilà. Si je récapitule un petit peu, je revérifie. Bon, Hakimi, ça me semble assez OK. Neves, Hakimi, Pacho, Gonzalo, vous avez compris. N'hésitez pas à écouter, évidemment, le chapitrage est disponible. Ce que j'ai dit. Les compliments. Henri Skriniar, je l'ai mis là. Peut-être que Skriniar, il fera débat, mais pour moi, il aura peu joué, mais il aura été vraiment bon dans ce qu'il a fait. Plutôt à 7 comme ça. Ouais, 7-7. En vrai, les 3 à 7, je pense. OK, OK. Barcola, Doué. Dembélé, Doué, en vrai, j'aurais pu les mettre là, les deux, surtout Doué. Mais allez, pour des raisons que j'ai évoquées, je les mets ici. Marquinhos, pour moi, c'est ici à peu près. Ouais, là, je suis assez OK. Bon, Lee, c'est vraiment le joueur le plus dur. En vrai, Lee, j'ai énormément de mal à le noter. N'hésitez évidemment pas à le faire. Ouais, ici, j'ai mis que 2 joueurs, mais en vrai, c'est à peu près les 2 seuls joueurs que j'aurais mis là. Et les ténèbres. Ouais, c'est en vrai, Colo, c'est vraiment à contre-cœur. Je pourrais le mettre là, hein, je pourrais le mettre là, genre à 3. Mais il a été en dessous d'Asensio. Il a été. Ouais.
Ah dommage, tellement dommage. Ah là là. Et évidemment, ces joueurs-là non notés parce qu'ils n'ont pas assez joué ou ils ont été absents. Bref, on en reparlera de toute façon du PSG. Il y aura des vidéos mercato qui arriveront forcément, même sur d'autres clubs. On fera des lives sur YouTube, je préviens. Je pense qu'on a beaucoup développé et en tout cas les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro et la paix sur vous.